Expression orale 4. Copyright Clé internationale 2009. Dossier 1. Écoute 1, page 7. Dialogue 1. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois la fille là-bas? C'est celle qui remplace Lucie. Non, tu plaisantes. C'est fou ce qu'elle lui ressemble. Oui. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils l'ont choisie. Sûrement pas. Ce n'est pas son physique qui les intéresse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle doit avoir une sérieuse expérience. Oui. Il paraît que... Dialogue 2. C'est intéressant ce que tu me dis là. Bien sûr que c'est intéressant. Et tu peux en profiter jusqu'à la fin du mois. C'est une occasion qui ne se représentera peut-être pas de sitôt. Ça, tu as raison. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait que j'y aille cette semaine pour bien faire. C'est choisir qui va être difficile. À ce prix-là, c'est vraiment incroyable. Je te fais confiance. Les bonnes affaires, c'est ta spécialité. Et tu sais, j'ai pensé que tu pourrais peut-être... Dialogue 3. C'est bête ce que tu as fait. Oui, je sais bien, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas réfléchi. J'ai fait ça comme ça, sur un coup de tête. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que je vais faire, c'est ce à quoi je pense depuis ce matin. Mais je n'ai aucune idée, je ne vois vraiment pas comment arranger les choses. Je crois que c'est fichu. Vraiment, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai été trop stupide. C'est te lamenter qui est stupide. Il faut te ressaisir. Tu devrais... Dialogue 4. Tu ne la reconnais pas? Non? Pourquoi? Je la connais? Mais oui, c'est celle qui est sortie avec Jérôme l'été dernier. Tu te souviens? Ah oui, ça me revient maintenant. Et celui qui parle avec Laure, c'est celui dont j'étais amoureuse il y a 2 ans. Celui-là, je ne risque pas de l'avoir oublié. Tu nous as assez bassinés avec ça. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu es toujours charmant. Bah, pourquoi tu dis ça? Écoute 2, page 10. Non, franchement, la famille, ce n'est plus ce que c'était. Alors là, Fred, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que la famille reste une valeur sûre, et même sûrement la plus importante de notre société. Tu trouves qu'avec 40% des enfants qui naissent hors mariage, la famille reste une valeur importante? Bien sûr. D'abord, d'après moi, ce n'est pas le mariage qui fait la famille. Ce qui est important, c'est que les gens soient bien ensemble. Mariés, pacsés ou concubins, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, moi je pense que Laura a raison. Je suis tout à fait de son avis. Ce qui fait la famille, ce sont les enfants. Les gens qui ne sont pas mariés ne se séparent pas plus que les autres. Par ailleurs, je viens de lire les résultats d'une enquête. 57% des femmes qui ont un enfant sont mères au foyer. C'est énorme. Et attends, il y en a aussi 16% qui le sont à temps partiel. Pas mal. De plus, il me semble que les pères aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus aux enfants que par le passé. D'ailleurs, regarde-toi. Tu es le premier à t'occuper d'eux dès que tu as une minute. Papa poule. Ça c'est vrai. Mais regarde les divorces. Plus de 2 couples sur 5 à ce qu'il paraît. Et les familles recomposées. Ne me dis pas que c'est bon pour la vie de famille, ça. Ça, d'accord. Et les grands-parents qu'on abandonne dans des maisons de retraite? Là, tu exagères peut-être un peu. Je veux bien qu'il y en ait quelques-uns qui soient abandonnés, comme tu dis. Mais dans beaucoup de familles, non seulement leurs enfants s'occupent d'eux le plus possible, mais les autres membres de la famille aussi les soutiennent. Moi, je suis d'accord avec toi. Je vois ma grand-mère, par exemple. Elle vit seule, mais elle est chez mes parents presque tous les week-ends et tout le monde vient la voir régulièrement. Je ne crois pas qu'elle se sente abandonnée. De toute façon, elle n'a pas non plus envie de vivre avec eux tout le temps. C'est la solution idéale, parce que, d'une part, elle a besoin de se sentir entourée, d'autre part, elle préfère rester indépendante. Évidemment, je la comprends. On est toujours mieux chez soi. Bref, vous trouvez que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ben, tout compte fait, c'est pas si mal. Écoute 3, page 16. Comme chaque année en cette période de rentrée, de nombreuses foires aux associations fleurissent un peu partout en France. Si vous êtes à la recherche d'une activité qui vous permette de décrocher du quotidien, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous y trouverez sûrement des tas d'offres plus alléchantes les unes que les autres. Vous souhaitez garder la forme, développer vos talents artistiques, découvrir de nouveaux horizons ou offrir un peu de votre temps aux autres? Vous trouverez de nombreux clubs ou associations prêts à vous accueillir et à vous encourager à devenir le sportif, le danseur, le randonneur ou
le bénévole de vos rêves. Là où les choses se gâtent, c'est si vous souhaitez partager ce moment de plaisir avec votre moitié. Si l'un rêve de danser le tango ou de se perfectionner dans l'art de mitonner des petits plats exotiques et que l'autre n'a pour objectif que de s'entraîner pour le prochain marathon de New York, vous aurez beaucoup de difficultés à trouver un terrain d'entente. Si vous arrivez à convaincre votre compagne ou votre compagnon de se rallier à votre choix, bravo, toutes mes félicitations. Si vous n'y parvenez pas, inutile de vous contraindre à pratiquer une activité dont vous savez déjà qu'elle va vous déplaire. Le rêve pourrait virer au cauchemar, la détente se transformer en stress et la complicité amoureuse en hostilité ouverte. Alors, si vous ne voulez pas voir s'installer dans votre couple une atmosphère exécrable, ne sacrifiez pas vos rêves, faites cavalier seul. Vous vous épanouirez en toute quiétude et c'est le sourire aux lèvres que vous retrouverez votre conjoint pour un petit dîner romantique ou une soirée télé. De toute façon, les loisirs de beaucoup de Français tournent aujourd'hui autour de la maison. Bricolage, jardinage et décoration sont une source inépuisable d'activités variées auxquelles s'adonnent aussi bien les hommes que les femmes. Somme toute, profiter de la maison est aussi un luxe rare dans notre société où nous devons sans cesse courir à droite et à gauche pour satisfaire nos besoins. Dossier 2. Écoute 1, page 27. Dialogue 1. Arrêtez, Mathias, c'est toujours la même chose. Quoi qu'on vous reproche, vous trouvez toujours je ne sais quelle excuse pour échapper à vos responsabilités. Mais madame, je vous assure que j'y suis pour rien. Je n'étais pas là mercredi. N'importe qui ici pourra vous le confirmer. Soyez un peu adulte. Acceptez de reconnaître vos erreurs. Tout le monde en fait, vous savez. Nul n'est parfait. Mais madame... Dialogue 2. Pourquoi as-tu accepté ce boulot, alors? On ne m'en avait proposé aucun depuis 6 mois. Je n'avais pas vraiment le choix. Ce n'était pas une raison pour prendre n'importe quoi. Si, justement. Quiconque dans ma situation aurait fait le même choix. J'ai 2 enfants, moi. Certains auraient peut-être été plus patients. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ou ce qu'il peut. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Dialogue 3. Pour la grève, tous vont la faire. Mais il y en a plus d'un qui ne sont pas d'accord. Et pourquoi ils la font alors? Par solidarité, mais rien ne prouve qu'ils vont suivre si on décide de la prolonger. Quelques-uns ont déjà prévenu. Pour eux, c'est une action ponctuelle. Ils ne veulent pas que le mouvement dégénère. Bon, on trouvera bien un argument quelconque pour les convaincre. Dialogue 4. Sur quel thème préférez-vous être interrogé? N'importe lequel. J'ai tout préparé. D'ailleurs, la plupart des sujets m'intéressent. Vous ne voulez écarter aucun sujet? Non, aucun. Alors, vous allez me parler des pronoms indéfinis. Vous avez 30 minutes de préparation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Merci. Je n'ai besoin de rien. Écoute 2, page 30. Asseyez-vous. Alors, est-ce que vous avez une idée sur ce que vous aimeriez faire dans la vie? Aucune idée. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire, la psychologie ou le sport. Ce n'est pas le même genre. D'après vos tests, il semble que vous ayez plutôt un esprit scientifique. Je suis bon en maths, mais je suis pas sûr d'avoir envie de travailler dans ce domaine. C'est trop sérieux, ça me ressemble pas. Au lycée, c'est pas pareil, il faut le faire. Je le fais, c'est pas comme si je pouvais choisir. Mais pour ma vie, c'est différent. Quelle que soit la filière que vous choisirez, vous aurez toujours la possibilité de modifier votre orientation. Vous aurez peut-être davantage de débouchés si vous faites des études scientifiques que si vous faites des études de psychologie, par exemple. Il faut savoir que le secteur est assez bouché actuellement. Peut-être, mais je ne vais pas faire n'importe quoi parce que c'est soi-disant plus facile de trouver un emploi. Ça peut changer aussi dans les années qui viennent. Dans l'immédiat, c'est peu probable. Vous envisagez plutôt une filière longue ou une filière courte? En fait, j'ai des doutes. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Alors, pour la filière longue, vous devez vous inscrire à l'université. Vous préparez la licence en 3 ans. Ensuite, si vous faites 2 années de plus, vous obtenez le master. Et enfin, vous pouvez passer un doctorat, ce qui nécessite encore environ 3 ans. C'est-à-dire que si vous voulez aller jusqu'au doctorat, il faut compter 8 ans d'études.
Waouh, là là, non, c'est beaucoup trop long. Vous n'êtes pas tenu d'aller jusqu'au doctorat, mais il faut au moins finir la licence pour avoir un diplôme. Et je pourrais trouver rapidement du travail avec ça? Rien n'est moins sûr. La licence n'est pas une formation professionnelle. Si vous voulez une formation plus pratique, plus qualifiante, choisissez une filière courte en IUT pour préparer un DUT, ou faites un BTS. C'est tout aussi intéressant et au moins, après 2 ou 3 ans d'études, vous aurez une formation professionnelle. Et avec ça, je trouverai un travail? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La plupart des étudiants sont recrutés avant la fin de leurs études et je suis convaincue que tous trouvent un emploi rapidement. Mais si après j'ai envie de continuer mes études? C'est toujours possible. Si vous avez des doutes sur vos capacités à faire de longues études, commencez par une filière courte et vous pourrez toujours continuer après. Mais si je veux faire de l'histoire, je dois aller à l'université. On peut pas faire autrement? Non, bien sûr. Et il faut savoir que dans certains domaines, il y a beaucoup moins de débouchés que dans d'autres. Vous n'avez pas les mêmes chances de trouver un emploi si vous faites de l'histoire que si vous faites de l'informatique ou de la gestion, par exemple. Dans ce domaine, rien n'est garanti. Vous comprenez bien que la société a davantage besoin de techniciens que d'historiens. Ça ne veut pas dire que les historiens ne peuvent pas trouver d'emploi, bien sûr, seulement c'est d'autant plus difficile pour eux que les emplois sont assez rares. Nul doute qu'il faudra être plus combatif pour trouver une place avec un diplôme d'histoire qu'avec un quelconque DUT, ou alors il faudra vraiment être le meilleur. Oui, je sais plus quoi penser. Écoutez, vous avez encore le temps de réfléchir. Je vais analyser plus sérieusement vos tests et on se reverra d'ici une semaine. D'accord? Ouais, d'accord. Merci. Écoute 3, page 36. La France qui se lève tôt. Vous êtes du soir ou du matin? Il paraît que ça dépend de son heure de naissance. Je vous parle pas des grasses matinées du mois d'août. Non, dans l'année, quand on travaille. Non, parce que moi, j'ai toujours pas avalé l'histoire de la France qui se lève tôt. Sur le fond, j'ai bien compris l'idée, que le travail est une valeur fondamentale, qu'il doit être encouragé, que travailler doit être plus payant que de se laisser assister. Bon, d'accord. C'est quand même pas une raison pour faire honte à ceux qui se lèvent tard. D'ailleurs, se lever tard, qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend de l'heure à laquelle on a arrêté de travailler. Mais non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est le genre d'idée reçue qui rendait fou Flaubert. Forcément, lui, à Croisset, il travaillait tellement tard toutes les nuits, au point que les bateliers du Havre se servaient de la lumière de sa lampe pour régler leur navigation sur la Seine. Qu'est-ce qu'il en pensait, Flaubert, de la France qui se lève tôt? Un jour, ça l'a tellement énervé qu'il a fini par faire les comptes. Et voilà, en substance, sa conclusion. Ces crétins de bourgeois considèrent comme courageux et âpres à la tâche les gens qui se lèvent à 6 heures du matin et qui sont couchés à 9 heures du soir. Mais ils montrent du doigt comme des fainéants et des bons à rien ceux qui se lèvent à 11 heures ou midi en ayant travaillé jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Vous aurez beau piocher comme un forçat 12 heures par jour et faire des nuits de 7 heures, ce sont les autres qu'on va admirer, ceux qui travaillent 8 heures et en passent 9 sous l'édredon. Oui, mais eux, ils se lèvent à 6 heures. Flaubert avait le culte du travail. Moi aussi. Vous aussi. On est nombreux, très nombreux à le pratiquer, sans compter ce culte, à raison de 50 heures par semaine et en acceptant d'être payé pour 35 heures. Parce qu'on a la chance d'avoir un métier valorisant, avec quelquefois l'impression d'être utile, d'être reconnu et de réaliser quelques-uns de ses rêves. Il est là le vrai défi d'une politique moderne du travail. Le travail a beau être nécessaire, il faut encore le rendre digne et désirable. Et on n'y arrivera pas en faisant du neuf avec du vieux. À part ça, il y aurait beaucoup à dire sur l'injonction à travailler plus et l'obsession de la productivité. Travailler beaucoup, d'accord, mais travailler trop est une maladie qui rend idiot. Le travail sans un minimum de loisirs, sans osium, comme disaient les anciens, c'est un destin d'esclave et une promesse de catastrophe. Il y a quelqu'un un jour qui a écrit quelques lignes assez claires à ce sujet, dans une lettre à un ami. Essayez de deviner qui c'est. Je cite. « Personne ne s'impose aisément une discipline d'oisiveté, mais c'est indispensable. La vie n'est pas le travail. Travailler sans cesse rend fou. Souvenez-vous-en. Vouloir le faire est mauvais signe. Ceux de vos collaborateurs qui ne pouvaient se séparer du travail n'étaient aucunement les meilleurs. » Alors, c'est qui l'auteur de ces lignes? C'est Charles de Gaulle. Dans une lettre du 11 décembre 1969 à André Malraux, c'est publié dans Les chaînes qu'on abat, au chapitre « La corde et les souris »,
C'est un bon livre à lire avant d'aller se recueillir à Colombey les 2 églises. Dossier 3. Écoute 1, page 47. Dialogue 1. Tu te souviens quand on allait à toutes les manifestations? Oui, je m'en souviens. C'était dans l'air du temps. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. C'est bien que tu me le rappelles, ça m'a rajeuni. Oui, moi aussi. Quand j'y pense, ça me fout le bourdon. Oh, il ne faut pas. On n'a plus 20 ans, il faut en prendre son parti. Dialogue 2. Tiens, je viens de m'inscrire dans un club d'aquagym. C'est la grande mode en ce moment. C'est bien. Tu peux te le permettre, toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, que tu en as les moyens. Tu plaisantes? C'est tout à fait dans tes prix. Si ça te tente, n'y réfléchis pas pendant 15 jours, inscris-toi. Dialogue 3. C'est vraiment la tendance du moment. Tout le monde en parle. La presse, la radio. Oui, oh, ça commence à bien faire. Moi, je n'ai pas l'intention de m'y mettre. Je trouve ça trop dangereux. Rassure-toi, personne ne va te l'imposer. Encore heureux, il ne manquerait plus que ça. Non mais quand même, moi, ça me dirait bien d'en faire une fois. Pour voir. Ça doit être sympa. Dialogue 4. T'as dit aux enfants qu'ils devraient s'y inscrire? Oui, je leur en ai parlé, mais tu sais, ils n'en font qu'à leur tête. C'est difficile de les convaincre s'ils n'y sont pas décidés. Oui, je sais. Ce serait pourtant bien qu'ils y participent. Je les y encourage, mais tu sais, je ne peux pas les y obliger. Écoute 2, page 50. Et aujourd'hui, dans Parole d'auditeur, nous recevons Ali. Ali va nous parler de son expérience de cohabitation un peu particulière. Bonjour Ali. Bonjour. Alors Ali, pourquoi teniez-vous tant à nous faire part de votre expérience? Eh bien, parce que j'ai envie de la partager avec vous. En fait, je crois qu'elle peut être utile à d'autres jeunes dans mon cas. Ali, on vous écoute. Eh bien voilà, je suis étudiant à Lyon depuis 4 ans, mais mes parents habitent à Mâcon. Et donc évidemment, il n'était pas question pour moi de rentrer à la maison tous les soirs. Les 2 premières années, j'ai loué un studio en ville, mais vraiment, ce n'était pas la joie. Et pourquoi ça? D'abord parce que c'était relativement cher et que, compte tenu du prix, je trouvais que ce n'était pas très confortable. Ensuite, parce que c'était minuscule. Le bureau était tellement petit que je ne pouvais rien y mettre d'autre que mes livres. Je devais manger assis sur le lit, car il était impossible d'ajouter une table dans la pièce. Étant donné que le seul placard disponible était ridiculement petit également, je devais empiler une partie de mes affaires dans les toilettes. Enfin bref, ce n'était pas le Pérou. Le lavabo avait la taille d'un lave-mains, et alors, vous pouvez imaginer comme c'était pratique. Non, quand j'y pense, c'était l'horreur. J'imagine. Bon alors, la situation s'est arrangée, je présume. Tout à fait. À force de chercher, j'ai trouvé une solution. En fait, grâce à Simone, ma vie a changé. Est-ce qu'on peut vous demander qui est Simone? Bien sûr. Simone est une adorable vieille dame que j'ai rencontrée il y a 2 ans et chez qui j'habite maintenant. Alors attendez, je ne comprends pas bien. Que s'est-il passé exactement il y a 2 ans? Eh bien, j'ai rencontré Simone par l'intermédiaire d'une agence spécialisée dans la cohabitation entre étudiants et personnes âgées. J'ai trouvé Simone adorable, elle m'a trouvé sympathique. Du coup, nous avons décidé de tenter l'expérience. Moi, j'ai tout de suite été emballé. Je crois que Simone était moins enthousiaste que moi au début. En fait, je pense qu'elle avait un peu peur que ça ne marche pas. Et alors, comment ça marche? C'est très simple. Je loge gratuitement chez Simone et en échange de la chambre qu'elle met à ma disposition, je lui rends de menus services. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je lui fais ses courses, que je l'accompagne lorsqu'elle a besoin d'aller en ville. En fait, d'après le contrat, je dois aussi passer au moins 2 soirées avec elle. Mais Simone fait si bien la cuisine que nous dînons ensemble presque tous les soirs. Et Simone est aussi satisfaite que vous de la situation? Honnêtement, je pense que oui. Il y a une telle entente entre nous qu'elle ne se sent plus seule comme avant. De fil en aiguille, j'ai fini par la considérer comme ma grand-mère, et Simone a trouvé en moi un autre petit-fils. Et cette situation ne vous pèse jamais? Jamais? Moi, chez Simone, je suis aux anges. Elle a beaucoup d'humour, et je dois dire qu'on rigole bien ensemble. Chez elle, je me sens vraiment chez moi. Ça me convient parfaitement. Ma chambre est très confortable, j'ai accès à toutes les pièces de la maison, je ne peux pas rêver mieux. Et en discutant avec Simone, mon regard sur les personnes âgées a changé. Je me sens beaucoup plus proche d'elles. Je crois tout simplement que je les comprends mieux. Mais Ali, vous êtes intarissable sur le sujet. Oui, c'est vrai. Au début, j'ai fait ce choix par manque d'argent, mais aujourd'hui, je le referai dans tous les cas. C'est vraiment une expérience enrichissante. Merci Ali. Eh bien, si Ali a suscité en vous l'envie de tenter cette expérience, appelez-nous. Nous vous donnerons les coordonnées des agences qui s'occupent de ce type de cohabitation.
Écoute 3, page 56. Les jeunes adultes français boivent de façon moins régulière que leurs aînés, mais il y a une activité qui ne ralentit pas sa popularité, celle de la cuite occasionnelle, paraît-il encore plus fréquente qu'autrefois et surtout beaucoup plus violente. Un alcoolisme aigu inquiétant dont il faut méditer les différentes étapes. Avec un taux d'alcool compris entre 1 à 2 grammes par litre de sang, l'ivresse commence par une phase d'excitation simple et plutôt agréable. Le jeune découvre la désinhibition, une altération de l'attention, du jugement, du temps de réaction, du sens critique, de la mémoire et de l'adaptation au réel. C'est le moment des paris stupides, de l'euphorie, de l'envie de raconter sa vie à tout le monde et de continuer à boire. Le passage très rapide de la tristesse à l'agressivité fait craindre la phase d'incoordination et d'instabilité où l'alcoolémie est entre 2 et 3 grammes. Si l'on constate une somnolence, un regard vague, une absence de coordination des mouvements, en particulier une impossibilité de rester debout ou de marcher et une insensibilité à la douleur, attention, car lorsque le taux dépasse 3 grammes, survient le coma. C'est ce que le langage populaire appelle être ivre-mort. Le pronostic vital est engagé, plusieurs dizaines de jeunes décèdent chaque année et dépendent de la qualité des soins. Et puis il y a les formes d'ivresse particulières. Avoir le vin mauvais est un état de fureur paroxystique avec des violences physiques incontrôlables. Ou encore l'ivresse hallucinatoire, une distorsion cauchemardesque de la réalité avec des hallucinations visuelles et auditives d'où il est parfois difficile de sortir. Ces cuites, plus le buveur est jeune, plus il fait froid ou chaud, et si d'autres toxiques sont associés, peuvent entraîner d'autres complications graves, une destruction aiguë du foie ou encore, dans un coma profond, en restant allongé sur le sol, il y a un encrassement des muscles qui sont irrémédiablement détruits. Certes, ce tableau noir n'est pas fréquent, mais encore faut-il en soupçonner l'existence, ce qui n'est pas la règle dans notre pays, bien au contraire. Dossier 4. Écoute 1, page 67. Dialogue 1. Tu viens à la grande manif contre les OGM cet après-midi? Contre quoi? Les organismes génétiquement modifiés. Tu sais bien, les céréales et les légumes dont de savants chercheurs ont modifié le génome. J'ai un après-midi bien chargé, avec les enfants à la maison et Mathéo en déplacement. Allez, viens! Dialogue 2. Ah bon? Tu vas encore voir ton médecin de quartier? Moi maintenant, j'ai abandonné tout ça pour la médecine ayurvédique. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Tu ne connais pas? C'est une médecine hindoue traditionnelle beaucoup plus respectueuse de notre corps que la médecine allopathique. La nôtre, quoi. Et comment ça marche, ta nouvelle médecine miracle venue d'ailleurs? Comment tu dis déjà? Ayurvédique. C'est très simple. Dialogue 3. Tu sais que le taux de pauvreté en France a enregistré sa plus forte hausse cette année? Non, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Les résultats de l'enquête publiée en juillet par l'INSEE montrent que même les Français qui ne sont pas directement concernés craignent de tomber un jour dans une situation de pauvreté. Tu te souviens de mes anciens voisins dont le fils aîné a fait de longues études de psychologie? Oui, et alors? Dialogue 4. Tu sais ce que j'ai lu? Dans une trentaine d'années, il pourrait manquer un nombre impressionnant de femmes sur la planète si on permet la sélection des embryons dans certaines régions du monde. Tu as lu ça où? En fait, dans un bouquin de science-fiction, mais ce n'est pas une idée aussi stupide que ça. De toute façon, ce n'est pas grave. D'ici là, on fera de jolis bébés roses et potelés en usine. On pourra même choisir la personne, de la famille ou pas, à qui il ressemblera. Arrête, c'est horrible. Pourquoi? Écoute 2, page 70. À Moran, touché de plein fouet par la fermeture de l'une des dernières fabriques de chaussures de la région, nous avons rencontré Vincent Lebel, ouvrier spécialisé, aujourd'hui au chômage. Alors Vincent, que pensez-vous de la situation? La mondialisation ici, ça nous fait du tort. Nous, on travaillait dans une petite entreprise qui fabriquait des chaussures de luxe, mais maintenant qu'ils délocalisent tout en Asie ou ailleurs, on se retrouve au chômage. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je voudrais bien travailler, mais j'ai 58 ans. Vous savez ce que c'est, à mon âge, on ne trouve plus de travail. Pourtant, je suis encore capable de faire du bon boulot. C'est ça, la société moderne. On doit travailler de plus en plus longtemps pour avoir une retraite,
Alors qu'à 50 ans, plus personne ne veut vous employer. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça, c'est vrai. Pour les plus âgés, la fermeture de l'usine, c'est un coup dur. Pour les jeunes, par contre, si on accepte de bouger et de faire une formation, on a une chance de s'en sortir. Moi, finalement, je m'en suis bien tiré. J'ai décroché un bon boulot à Marseille. Je commence dans 15 jours. Je pense que ça va aller, mais j'ai des copains qui galèrent. Ah, c'est vrai, pour les jeunes, il y a encore de l'espoir. Contrairement à d'autres, tu t'en sors bien parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu as fait des études. Et vous, Vincent, vous avez peur de l'avenir? Bien sûr que j'ai peur. Vous savez, on a plus vite fait de se retrouver dans la rue que de devenir riche. Aujourd'hui, tout augmente. Le pain, le lait, les logements. Il n'y a que mes revenus qui baissent. Oui, c'est clair, j'ai la trouille. Je ne vois pas comment je peux venir à bout du problème. J'ai encore 7 ans à travailler pour qu'on me donne une retraite et personne ne veut de moi. Comment voulez-vous que je vois la vie en rose? J'en connais qui sont passés par là. On n'en parle pas, parce que ça se dit pas, ces choses-là. Il faut rester digne. Mais il ne faut pas avoir peur des mots. C'est des pauvres, oui, des pauvres. J'en croise tous les jours, des anciennes connaissances qui font semblant de pas me voir, de peur d'être obligés d'avouer leurs difficultés. Franchement, je ne me vois pas finir ma vie comme ça. Arrête, Vincent, t'exagères. Tu vas t'en sortir. Avec ton expérience, tu vas forcément trouver quelque chose. C'est pas possible autrement. Tu rigoles? J'ai beau avoir de l'expérience, ça ne change rien au problème. Tous les emplois dans mon domaine partent à l'étranger. Dans 20 ans, personne ne saura plus faire une paire de chaussures en France. Et puis, il n'y a pas que les chaussures qu'on ne saura plus faire. Je sais pas où on va, mais en tout cas, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui? Rien. Malheureusement, j'attends rien. Il faudrait s'organiser de manière à ce que tout le monde puisse travailler, quelles que soient les capacités de chacun. Mais ça, ce n'est peut-être plus possible aujourd'hui. On ne parle que de rentabilité, de concurrence. Pour moi, c'est le résultat de la mondialisation, tout ça. D'un côté, il y a des salaires de plus en plus élevés, et de l'autre, à l'inverse, de plus en plus de petits boulots mal payés, précaires. Ça ne va pas, ça. C'est vrai, mais la mondialisation, elle fait baisser les prix de pas mal de produits quand même. Ouais, mais et si on n'a pas de travail, je suis pas sûr qu'on gagne au change, hein. Vous avez l'intention de vous reconvertir, Vincent? Si on m'en donne les moyens, je suis pas contre. Ça me dirait bien de faire une formation moi aussi. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'on me donne cette chance. Écoute 3, page 76. Vivre en famille est un droit inaliénable. C'est ce qui donne tout son prix à la politique de regroupement familial arrêtée par la France il y a une trentaine d'années maintenant. Et pourtant, ce regroupement familial a causé bien des soucis puisqu'il a transformé l'immigration de travail en immigration de peuplement. Il était donc urgent d'essayer de réformer cette politique de regroupement familial. Voilà que le gouvernement dévoile un peu ses projets et dont la complexité juridique qui entoure le regroupement familial, et c'est tant mieux, cela protège d'abord les individus et les familles, eh bien le gouvernement veut que les candidats à l'émigration dans leur pays d'origine se soumettent à une sorte de test pour voir s'ils maîtrisent la langue française et les valeurs de la République française. Au besoin d'ailleurs, on leur dispensera sur place une formation. En procédant ainsi, est-ce que la France va à l'encontre de sa tradition des droits de l'homme? Non, certainement pas. Bien sûr, il faut qu'elle reste ouverte, généreuse, et il ne s'agit pas de demander un niveau Bac+5 et une connaissance du français poétique médiéval aux candidats à l'immigration. Mais il s'agit de réussir l'intégration de ces populations avant même qu'elles aient quitté leur pays d'origine. Il s'agit de s'assurer qu'elles ne seront en aucun cas trop dépaysées, trop déstabilisées quand elles arriveront en France. Il faut s'assurer qu'en aucun cas elles ne basculeront vers le communautarisme. C'est donc une bonne mesure, reste bien entendu à l'appliquer, et n'oublions pas que ce n'est pas ça, bien sûr, qui va régler le problème principal, c'est-à-dire l'immigration clandestine. Ceux-là viennent parce qu'ils ont faim, peu leur importe de parler ou de ne pas parler la langue de Molière. Dossier 5. Écoute 1, page 87. Dialogue 1. C'est extraordinaire ce truc. Laisse-moi voir comment ça marche. Secret. Tu devrais le présenter au plus vite au concours Lépine. À quoi? Un concours pour les inventions. Ce n'est pas tout jeune, mais je crois que c'est sûrement encore d'actualité. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais si, c'est là que l'inventeur du stylo à billes a fait découvrir au monde sa géniale invention. Ah bon? Et tu crois que mon truc... Dialogue 2. Ça y est, ma grand-mère s'y est mise. Non. Si, elle a acheté le modèle simplifié où tout est expliqué clairement en français. Et alors?
Alors ça marche parfaitement bien. Elle s'est fait installer tout ça par un professionnel, Internet, Wi-Fi, et maintenant elle navigue sur la toile du matin au soir. Hier, elle a même utilisé Skype pour la première fois. Elle est incroyable, ta grand-mère. Oui, je ne te dis pas la tête de mon grand-père quand il voit l'heure tourner et personne dans la cuisine. Dialogue 3. Oh, il me bassine vraiment, Olivier, avec ses énergies renouvelables. Il ne parle plus que de ça. Tu es déjà allé visiter sa maison? Non, à l'idée de passer plus de 5 minutes avec lui, ça me rend nerveuse. C'est intéressant d'y aller. Il a fait installer des panneaux solaires sur son toit, mais maintenant, il envisage d'utiliser la géothermie pour chauffer sa maison. Ouais. Non, je t'assure, je crois que je vais demander un devis aussi. Ils le font gratuitement et sans engagement. Ça vaut le coup d'essayer. Dialogue 4. Tu as entendu parler du nouveau système des bonus-malus sur les voitures? Un peu, j'ai vaguement entendu ça à la radio. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple. Si tu achètes une voiture qui produit trop de gaz carbonique, tu paies automatiquement une écotaxe. C'est cher? Ça peut monter jusqu'à plus de 2000 €. Mais attends, si tu es un bon citoyen et que tu achètes une voiture non polluante, le gouvernement te récompense en te versant une prime. Et alors, ça semble être une bonne idée, non? Écoute 2, page 90. Tu en fais une tête, Hélène? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Oh, c'est toujours la même chose. Ma ligne Internet. Cette fois, c'est la télé qui ne marche plus. Ta télé numérique? Oui, J'imagine que t'as appelé les services d'assistance. bien sûr. Mais à 34 centimes d'euros la minute, c'est une vraie rente. En plus, tu tombes d'abord sur une boîte vocale. Si tu ne fais pas gaffe, tu te retrouves dans un service qui n'a rien à voir avec ton problème. Ah oui, c'est horrible ça. Oui. Tu t'attends toujours à avoir quelqu'un au bout du fil. Et finalement, on te demande de taper un numéro, et encore un, et encore. Ça m'énerve, ça. Bref, ça fait 4 fois ce mois-ci que je les appelle. Ça va bientôt me coûter plus cher que l'abonnement. Bah, t'as qu'à changer d'opérateur. Si le tien n'est pas efficace, va à la concurrence. À condition que cette concurrence soit plus fiable. Ça, méfie-toi. Moi, si j'étais à ta place, je réfléchirais avant de faire ça. Tu peux toujours tomber sur un opérateur encore pire. Et puis, c'est bien beau de changer. Mais tu imagines les problèmes? Dans l'hypothèse où je choisirais un autre opérateur, je devrais tout changer. Mon adresse email et pire encore, mon numéro de téléphone. Pour mon boulot, c'est quasiment impossible. Je suis complètement captive. D'accord, mais si le service n'est pas fiable, ce n'est pas non plus compatible avec ton boulot. Ça, c'est vrai. Allez, ne baisse pas les bras. Changer d'opérateur, ce n'est pas une bonne idée. Tu vas bien trouver une solution. Moi, je le laisserai tomber. À moins qu'il puisse te garantir à l'avenir un service efficace. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et non, justement. Sinon, tu penses bien qu'il n'y aurait pas de problème. Oh, et pourquoi tu ne ferais pas une réclamation écrite? À quoi ça servirait? Tu pourrais demander des dommages et intérêts. Ça, c'est inutile. Il suffit d'appeler le service gestion, 34 centimes d'euros la minute, bien sûr, et ils te réduisent ta facture. C'est le moins qu'ils puissent faire. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que le client soit obligé de payer l'appel en cas de défaillance de leur service. C'est un comble, ça! C'est toujours la même chose. On est piégé dans ce système. C'est ça, la modernité. Fais gaffe. Je vois que tu n'as pas changé. Tu n'as toujours pas de connexion Internet à la maison? Toujours pas. Et au cas où je changerais d'avis, je ne me laisserai pas bouffer par ce genre de problème. De toute façon, j'ai un café internet en bas de chez moi. Ah, tu es incroyable. Si tu avais vécu au siècle dernier, tu aurais refusé l'électricité à la maison. Peut-être. Les bougies, ça a du charme aussi. Le progrès n'a pas que des avantages, tu sais. Ma grand-mère me raconte toujours qu'avant, quand il n'y avait pas la télé, si les gens avaient envie de s'amuser, ils faisaient des veillées ensemble le soir. Ils chantaient, ils dansaient. Ce n'était sûrement pas plus mal que de passer la soirée seule devant sa télé. Écoute 3, page 96. Le Mag numérique, Sophie Jousselin, bonjour. Bonjour Bernard. Voici la question de Dominique. Elle n'a jamais fait d'achat sur Internet. Il n'y a plus beaucoup de gens qui n'ont jamais fait d'achat sur C'est vrai, Internet. faut Et bien elle voudrait commencer un jour. cette année se lancer à l'occasion des fêtes de fin d'année. Elle veut savoir quelles indispensables précautions sont à prendre. Alors, premier conseil, pour vos premiers achats sur Internet, choisissez d'abord des enseignes connues qui ont une bonne réputation. Achetez de préférence sur un site basé en France. En cas de problème, c'est quand même plus pratique. Vous pouvez aussi, avant de passer votre commande sur un site, aller voir sur les forums ce que les autres internautes en pensent. C'est en général assez fiable. Si vous ne voyez que des opinions récentes négatives sur un même site marchand, allez plutôt voir ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses à vérifier avant de commander? Oui, alors tous les
les sites marchands doivent impérativement indiquer clairement le nom de la société, une adresse postale, une adresse électronique et un numéro de téléphone. C'est la loi qui l'impose, donc à vérifier avant de commander. Au moment du paiement, il y a aussi des points à vérifier, impératifs. Oui, évidemment, il faut s'assurer qu'on est sur un site sécurisé. Alors pour le vérifier, il faut déjà regarder en bas à droite de son navigateur internet. Il y a un petit cadenas qui apparaît. Oui. Ensuite, la barre d'adresse doit commencer non pas par HTTP, mais par HTTPS sur la page de paiement. S pour sécurité. S pour sécurité. Et puis, il y a certains sites qui proposent d'autres moyens de paiement que la carte bancaire. Alors, vous pouvez parfois payer par chèque. Ça fait un peu vieux, mais c'est comme ça. Alors, c'est pas très pratique. Il faut envoyer votre chèque et ce n'est qu'à réception de votre chèque que la commande est envoyée. D'autres sites permettent, par exemple, de payer par téléphone. Donc, il y a l'embarras du choix. Si on n'est pas content de l'objet qu'on a reçu, est-ce qu'on peut le rendre ? Oui, vous avez 7 jours après sa réception pour le renvoyer, mais attention, ce sera à vos frais et le commerçant doit, dans un délai de 30 jours, vous envoyer le remboursement. Attention, ce droit de rétractation ne marche pas pour les CD, ni pour les DVD, cassettes vidéo ou les logiciels dont l'emballage aura été enlevé, ni d'ailleurs pour les voyages achetés en ligne. Voilà Dominique, bonne chance. Donc lancez-vous pour votre Courage. premier En achat général, ça se sur passe bien Internet. quand même. En bref, cette semaine, Sophie. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait des mobiles qui font tout, l'internet, la photo, Oui. la musique. Eh bien, la Le société Doro prend le contre-pied. Elle lance un mobile ultra simple qui ne fait que téléphone. C'est Ah oui, dingue. mais il coûte quand même 139 euros. 139 euros quand même. Oh Comme bah, quoi. c'est très cher pour un truc qui ne fait que téléphone. Ah oui, mais c'est finalement. comme ça. Et le produit de la semaine. Regardez, cette espèce de grosse boîte, ça très s'appelle pratique. le micodeur. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Eh ben, c'est un appareil qui permet de transférer tous ses disques sur son baladeur numérique sans passer par l'ordinateur. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez acheter cet appareil. Alors c'est très simple d'utilisation. On met le CD dans le micodeur, on relie son MP3 à l'appareil, on appuie sur le bouton, c'est tout. Alors petit couac, ça coûte 200 euros et ça prend quand même beaucoup de place. C'est Oui, énorme. oui, mais ça, c'est carrément génial. Ça, pas- c'est bien. C'est pas à moi, autrement je vous l'aurais offert, Bernard. Ben oui, je sais, on vous prête toutes ces choses pour faire des démonstrations chaque semaine. Voilà. Mais ça, c'est vachement bien parce C'est qu'on n'est très pas bien. obligé d'avoir la Voilà, grosse pour les gens qui bécane n'ont qui pas coûte des milliers d'ordinateur. d'euros. Absolument. C'est super. Votre chronique, on la retrouve, ainsi que les références citées sur rtl.fr. Et puis, on peut podcaster le mag numérique. Un petit micodeur pour Noël Personnellement, c'est j'ai pas mal. l'ordinateur. Mais... Oui, évidemment, vous êtes troisième génération.